Il existe une vérité que peu osent de nommer, une réalité qui traverse les siècles comme une lame silencieuse. Ceux qui possèdent l'intelligence véritable sont souvent ceux que le monde traite avec le plus grand mépris. Non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais précisément parce qu'ils en ont trop. Machiavel l'observait déjà dans les cours florentines, où les esprits brillants finissaient écartés, humiliés, réduits au silence par ceux qui craignaient leur lucidité. Cette injustice n'est pas un accident de l'histoire, c'est une mécanique sociale qui se répète inexorablement, génération après génération, comme si l'humanité préférait l'obscurité confortable à la lumière aveuglante de la vérité. Pourquoi celui qui voit plus loin est-il condamné à marcher seul? Pourquoi l'intelligence devient-elle un fardeau plutôt qu'une couronne? Et surtout, comment échapper à ce piège mortel qui transforme les esprits les plus affûtés en victimes de leur propre clairvoyance? La réponse se cache dans une compréhension profonde de la nature humaine, celle que Machiavel a disséquée avec la froideur d'un anatomiste et la sagesse d'un stratège. Les hommes, écrivait-il, jugent davantage par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher la vérité. L'intelligence authentique dérange parce qu'elle révèle ce que les autres préfèrent ignorer, leurs illusions, leurs faiblesses, leurs mensonges confortables. Celui qui pense différemment, qui analyse sans complaisance, qui refuse les dogmes établis, devient automatiquement une menace pour l'ordre social. Non pas une menace violente, mais bien pire, une menace existentielle pour les certitudes médiocres sur lesquelles la majorité construit son identité. Et face à cette menace, la masse réagit toujours de la même manière, par l'exclusion, la moquerie, le rejet systématique de celui qui ose voir ce que tous refusent d'admettre. Cette dynamique crée un paradoxe terrible que Machiavel comprenait mieux que quiconque. Les personnes intelligentes, précisément parce qu'elles sont capables d'anticiper les conséquences de leurs actes, hésitent là où les médiocres foncent. Elles questionnent là où les autres obéissent. Elles nuancent là où la foule exige des réponses simples. Cette prudence intellectuelle, cette capacité à embrasser la complexité, est interprétée comme de la faiblesse, de l'indécision, voire de l'inutilité. Pendant ce temps, les esprits médiocres mais audacieux grimpent les échelons du pouvoir en offrant des certitudes faciles, des solutions simplistes, des réponses qui flattent l'ego collectif. Ils parlent fort, agissent vite, et peu importe si leurs décisions mènent au désastre, ils auront déjà conquis les applaudissements de la foule. L'intelligence véritable, elle, reste dans l'ombre, jugée trop complexe, trop lente, trop inconfortable pour un monde qui préfère les illusions rassurantes aux vérités dérangeantes. Mais voici ce que les esprits brillants ne comprennent souvent que trop tard. Être intelligent ne suffit pas. Machiavel ne célébrait pas l'intelligence pour elle-même. Il admirait ceux qui savaient l'utiliser avec virtuosité, qui comprenaient que la vérité nue est une arme dangereuse qu'il faut manier avec habileté. Les personnes intelligentes qui échouent dans la vie ne manquent pas de capacité intellectuelle. Elles manquent de stratégie. Elles croient naïvement que la raison triomphera d'elle-même, que les faits parleront, que leur valeur sera reconnue naturellement. Quelle erreur fatale! Le monde ne récompense pas l'intelligence passive. Il couronne ceux qui savent transformer leur lucidité en influence, leurs idées en pouvoir, leur vision en réalité tangible. L'intelligence sans stratégie est comme une épée sans poignée. Aussi tranchante soit-elle, elle blesse d'abord celui qui la tient. Ce qui vous attend dans les minutes qui suivent n'est pas une consolation pour esprits incompris, ni une célébration stérile de l'intelligence malheureuse. C'est un manuel de survie machiavélien pour ceux qui refusent d'être écrasés par un monde qui craint leur lucidité. Vous découvrirez pourquoi l'intelligence devient un handicap social, comment les mécanismes du pouvoir transforment la clairvoyance en malédiction, et surtout, quelle stratégie précise adopter pour échapper à ce destin cruel. Car Machiavel ne nous a pas laissé qu'un diagnostic impitoyable de la nature humaine, il nous a offert les clés pour naviguer dans ces eaux troubles. Et ces clés,
gardées secrètes pendant des siècles par ceux qui comprenaient leurs valeurs, sont sur le point de vous être révélées. Restez jusqu'au bout, car chaque mot qui suit pourrait transformer votre existence d'esprit brillant mais ignoré en celle d'une force que personne n'osera plus traiter comme si vous n'étiez rien. L'erreur fondamentale que commettent les personnes intelligentes commence par une illusion tenace. Elles croient que le monde fonctionne selon la logique et la raison. Machiavel aurait ri amèrement face à cette naïveté. Dans les corridors du pouvoir florentin, il observait quotidiennement comment les décisions qui façonnaient le destin des nations ne reposaient presque jamais sur la rationalité pure, mais sur les passions, les peurs, les vanités et les intérêts personnels des puissants. L'homme intelligent qui entre dans l'arène sociale armé uniquement de sa logique ressemble à un escrimeur qui affronte des guerriers avec un fleuret de théâtre. Peu importe la perfection de sa technique, il sera écrasé par ceux qui comprennent que le combat véritable ne se joue pas sur le terrain des idées, mais sur celui des émotions et des rapports de force. Cette incompréhension produit un phénomène que Machiavel décrivait avec une précision chirurgicale. L'homme sage devient invisible aux yeux des puissants précisément parce qu'il parle un langage que ces derniers ne comprennent ni ne veulent comprendre. Quand l'intelligent présente une analyse nuancée, complexe, remplie de conditions et de subtilités, le prince ou le dirigeant n'entend que confusion et faiblesse. Il préfère le conseiller qui lui dit ce qu'il veut entendre, qui présente des plans simples et flatteurs, même si ces plans mèneront à la catastrophe. La vérité, aussi brillamment argumentée soit-elle, ne trouve pas d'écho dans les cœurs de ceux qui gouvernent par l'instinct et l'ambition. Et celui qui insiste pour l'imposer ne reçoit ni reconnaissance ni gratitude, mais l'exil silencieux de la marginalisation. Le deuxième niveau de cette tragédie réside dans le fait que les personnes intelligentes, conscientes de leur valeur intellectuelle, développent souvent une forme subtile d'arrogance qui les rend aveugles à leur propre vulnérabilité sociale. Elles croient que leur intelligence les protège, qu'elle constitue une armure naturelle contre les manipulations et les trahisons. Machiavel aurait reconnu là une forme dangereuse d'orgueil. L'intelligence analytique ne confère aucune immunité contre les pièges sociaux. Au contraire, elle peut même rendre plus vulnérable celui qui sous-estime l'astuce primitive de ceux qui excellent dans le jeu des apparences. Un esprit médiocre mais rusé comprend instinctivement les dynamiques de groupe, les alliances tacites, les non-dits qui régissent les relations humaines. L'intelligent, lui, reste souvent prisonnier de sa propre tête, analysant quand il faudrait agir, réfléchissant quand il faudrait séduire, cherchant la vérité quand il faudrait construire des alliances. Cette vulnérabilité se transforme en cible parfaite pour ceux que Machiavel appelait les hommes d'action sans scrupules. Ces derniers identifient rapidement les esprits brillants comme des menaces potentielles à neutraliser avant qu'ils ne deviennent dangereux. Ils utilisent une stratégie aussi vieille que la politique elle-même. Isoler l'intelligent en le faisant passer pour bizarre, inadapté, trop compliqué. Ils ne l'attaquent jamais frontalement sur le terrain intellectuel où il dominerait, mais le sabotent socialement en exploitant sa maladresse relationnelle, son honnêteté excessive, son incapacité à jouer les jeux d'influence. Petit à petit, l'intelligent se retrouve écarté des cercles de décision, exclu des conversations importantes, traité comme un excentrique dont les idées, aussi brillantes soient-elles, peuvent être ignorées sans conséquence. Machiavel observait que dans toute cour, dans toute organisation, existe une économie invisible de la reconnaissance et du pouvoir. Cette économie ne récompense pas nécessairement le mérite ou l'intelligence, mais la capacité à comprendre et à manipuler les codes sociaux du groupe. Les personnes intelligentes, souvent absorbées par leurs réflexions internes, négligent cette dimension cruciale. Elles ne cultivent pas les bonnes relations, ne flattent pas les bonnes vanités, ne participent pas aux rituels tribaux qui créent la cohésion et la confiance au sein du groupe. Résultat, même quand leurs idées sont adoptées, c'est quelqu'un d'autre qui récolte les lauriers,
quelqu'un qui a su présenter ses idées d'une manière socialement acceptable et politiquement habile. L'intelligent devient ainsi le fantôme de sa propre réussite, invisible et oublié. Cette invisibilité n'est pas un accident, c'est le produit direct d'un choix inconscient mais fatal, celui de croire que l'excellence intellectuelle se suffit à elle-même. Machiavel insistait sur le fait que dans le monde réel, distinct du monde idéal des philosophes, ce qui compte n'est pas ce que vous êtes, mais ce que les autres perçoivent de vous. Un homme peut posséder toutes les vertus imaginables. Si personne ne le remarque ou ne le comprend, ces vertus ne lui serviront à rien. De même, l'intelligence qui reste cachée derrière des murs de complexité et de nuances devient inutile, voire contre-productive. Elle alimente la frustration de celui qui la possède sans jamais se transformer en influence concrète. Et cette frustration, Machiavel le savait, est le début de l'amertume, cette poison qui transforme l'intelligent en cynique stérile, observant le monde avec mépris, mais incapable d'y exercer la moindre influence. La question cruciale devient alors, comment briser ce cycle ? Comment l'intelligent peut-il échapper à cette malédiction qui transforme son plus grand atout en son pire handicap ? Machiavel répondrait qu'il faut d'abord abandonner l'illusion selon laquelle le monde devrait fonctionner différemment. Il ne s'agit pas de se plaindre de l'injustice du système, mais de comprendre ses règles réelles et d'apprendre à les utiliser. L'intelligent doit devenir stratège, non pas en renonçant à son intelligence, mais en y ajoutant une dimension qu'il néglige trop souvent. La virtuosité sociale, l'art de présenter ses idées de manière à ce qu'elles soient non seulement entendues, mais désirées. Car dans le théâtre du monde, peu importe la profondeur de votre pensée, si vous ne savez pas comment captiver votre audience. Pour comprendre comment l'intelligence devient un fardeau, il faut examiner la mécanique sociale que Machiavel décrivait comme la tyrannie de la médiocrité collective. Les groupes humains, qu'il s'agisse d'entreprises, de communautés ou de nations, développent naturellement une norme comportementale autour de laquelle gravite la majorité. Cette norme n'est jamais définie par les esprits les plus brillants, mais par la moyenne, par le consensus mou de ceux qui préfèrent la stabilité confortable à la vérité dérangeante. Celui qui dépasse significativement cette norme, par son intelligence, sa perspicacité ou sa vision, devient automatiquement une anomalie. Et les anomalies déclenchent des mécanismes de défense immunitaire au sein du groupe social. Le brillant est traité comme un virus potentiel, quelque chose d'étranger qui doit être neutralisé pour préserver l'équilibre établi. Cette dynamique s'intensifie dramatiquement dans les environnements professionnels et politiques, là où Machiavel passait ses journées à observer les jeux de pouvoir. L'intelligent qui arrive dans une organisation avec des idées nouvelles, des analyses pénétrantes et une capacité à identifier les problèmes que les autres ignorent, ne reçoit pas les applaudissements qu'il imagine mériter. Au contraire, il déclenche une hostilité sourde de la part de ceux qui occupent déjà les positions de pouvoir. Pourquoi ? Parce que son intelligence révèle implicitement l'incompétence ou la médiocrité de ceux qui sont censés diriger. Un leader médiocre ne peut tolérer la présence d'un subordonné brillant, car cette présence devient un miroir cruel qui reflète ses propres limitations. La solution ? Étouffer ce brillant, l'enterrer sous des tâches insignifiantes, l'exclure des décisions importantes, le traiter comme quantité négligeable jusqu'à ce qu'il parte de lui-même ou se résigne à l'invisibilité. Machiavel notait également que les personnes intelligentes commettent une erreur psychologique fondamentale. Elles croient que les autres pensent comme elles, qu'ils valorisent la vérité, la cohérence logique et l'efficacité rationnelle. Cette projection est une illusion dangereuse. La plupart des gens ne fonctionnent pas selon ces critères. Ils cherchent avant tout la sécurité émotionnelle, la confirmation de leurs croyances existantes et l'appartenance à un groupe qui les rassure. Quand l'intelligent arrive avec des faits qui remettent en question ses certitudes, il ne libère pas les esprits, il provoque une réaction défensive. Les gens ne lui sont pas reconnaissants,
de leur avoir ouvert les yeux, ils lui en veulent d'avoir détruit leur confort mental. Et cette rancune, souvent inconsciente, se manifeste par le rejet social, la mise à l'écart, le traitement comme si cette personne n'existait pas. Un autre mécanisme pervers identifié par Machiavel est celui de la jalousie déguisée en jugement moral. Les personnes d'intelligence moyenne ne peuvent rivaliser sur le terrain intellectuel, alors elles déplacent le combat sur un autre terrain, celui de la moralité sociale. Elles accusent l'intelligent d'être arrogant, de manquer d'empathie, d'être trop compliqué ou déconnecté des réalités. Ces accusations ne sont pas formulées ouvertement la plupart du temps. Elles circulent comme des rumeurs, des sous-entendus, des regards échangés. L'intelligent se retrouve ainsi condamné non pour ses défauts réels, mais pour une caricature construite par ceux qui se sentent menacés par ses capacités. Et le plus insidieux dans ce processus, c'est qu'il finit souvent par intérioriser ces accusations, doutant de lui-même, se demandant si effectivement il n'est pas le problème, si son intelligence n'est pas en réalité un défaut de caractère. La stratégie machiavélienne face à cette réalité ne consiste pas à se justifier ou à prouver sa valeur, car cela ne ferait qu'aggraver la situation. Celui qui se défend se place déjà en position d'accusé. Non, la voie que Machiavel suggérerait est plus subtile et plus redoutable, devenir invisible stratégiquement. Cela ne signifie pas disparaître ou renoncer à son intelligence, mais apprendre à la dissimuler derrière un masque socialement acceptable. Dans les cours de la Renaissance, les conseillers les plus influents n'étaient pas ceux qui étalaient leur sagesse, mais ceux qui savaient la distiller goutte à goutte, en faisant croire au prince que les idées venaient de lui. De même, l'intelligent moderne doit apprendre à présenter ses insights comme des découvertes collectives, à partager les mérites, même quand il fait tout le travail, à flatter les égos, même quand il voit clairement les erreurs des autres. Cette approche peut sembler cynique ou même dégradante pour un esprit qui valorise l'authenticité intellectuelle. Mais Machiavel répondrait que c'est précisément cette rigidité morale qui condamne les intelligents à l'impuissance. Le monde n'est pas un séminaire philosophique où les meilleures idées l'emportent par leur seule force logique. C'est un champ de bataille où victoire et influence vont à ceux qui comprennent les faiblesses humaines et savent les exploiter. L'intelligent qui refuse de jouer ce jeu ne fait pas preuve de noblesse, il fait preuve de naïveté. Et la naïveté, dans l'univers machiavélien, est le plus impardonnable des défauts, car elle condamne non seulement celui qui en souffre, mais aussi toutes les bonnes idées qu'il aurait pu mettre en œuvre s'il avait eu le pouvoir de le faire. L'ironie suprême de cette situation, c'est que les personnes intelligentes possèdent théoriquement tous les outils nécessaires pour maîtriser ces dynamiques sociales. Leur capacité d'analyse pourrait leur permettre de décoder les jeux de pouvoir aussi facilement qu'elles résolvent des problèmes complexes. Mais elles ne le font pas, généralement parce qu'elles considèrent ces jeux comme indignes de leur attention, comme une perte de temps comparée aux vraies questions intellectuelles qui les passionnent. C'est exactement ce mépris qui les condamne. Machiavel insistait sur le fait qu'il n'y a pas de séparation entre les idées et le pouvoir de les réaliser. Une idée brillante qui reste dans une tête ou sur un papier n'a aucune valeur historique. Seules les idées qui parviennent à s'incarner dans le monde réel, qui influencent les décisions et façonnent les événements, méritent d'être célébrées. Et pour cela, il faut du pouvoir, de l'influence, de la capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique humaine. La transformation d'un esprit brillant mais impuissant en une force d'influence commence par une prise de conscience douloureuse. Accepter que la pureté intellectuelle ne suffit pas et n'a jamais suffi. Machiavel lui-même en fit l'expérience amère lorsque la famille Médicis reprit le pouvoir à Florence. Malgré toute sa brillance, toute sa compréhension profonde de la politique, il se retrouva exilé, torturé, dépouillé de son influence, simplement parce qu'il avait servi le mauvais camp. Cette leçon brutale le força à comprendre que l'intelligence sans positionnement stratégique est une arme qui blesse uniquement son possesseur.
Le brillant qui refuse d'apprendre cette leçon reste condamné à répéter le cycle de la reconnaissance manquée, de l'opportunité ratée, du potentiel gaspillé dans l'amertume et la frustration. Le premier principe stratégique que Machiavel enseignerait aux intelligents d'aujourd'hui concerne la gestion de la perception. Dans un monde idéal, les gens jugeraient les autres sur leurs compétences réelles et leurs résultats concrets. Dans le monde réel, les jugements se forment en quelques secondes, basés sur des impressions superficielles, des signaux sociaux et des préjugés inconscients. L'intelligent qui néglige son apparence, sa façon de parler, son langage corporel, perd la bataille avant même qu'elle ne commence. Ce n'est pas une question de tromperie ou de manipulation malveillante, c'est simplement reconnaître que la communication humaine fonctionne sur plusieurs niveaux simultanés et que le niveau intellectuel n'est qu'une partie souvent mineure de l'équation. Un message profond délivré avec une posture fermée, un ton monotone et un vocabulaire inaccessible ne sera jamais entendu, peu importe sa valeur intrinsèque. La maîtrise de cette dimension perceptuelle exige de l'intelligent qu'il étudie son audience, avec la même rigueur qu'il étudie n'importe quel autre sujet complexe. Machiavel passait des heures à observer les princes, à comprendre leurs peurs, leurs désirs, leur vanité. Il adaptait son discours non pas pour mentir, mais pour emballer ses vérités dans un langage qui résonnait avec les préoccupations de son interlocuteur. L'intelligent moderne doit faire de même. Avant de présenter une idée, il devrait se demander « Qu'est-ce que cette personne veut entendre ? Quelles sont ses motivations profondes ? Quels obstacles psychologiques l'empêchent de comprendre ce que j'essaie de lui dire ?» Cette approche n'est pas une trahison de l'intelligence, c'est son accomplissement pragmatique, car une vérité qui ne peut être entendue reste lettre morte, tandis qu'une vérité habilement présentée peut changer le monde. Un deuxième principe crucial concerne la construction délibérée d'alliances stratégiques. Machiavel comprenait que le pouvoir n'appartient jamais à un individu isolé, aussi brillant soit-il. Le pouvoir émerge des réseaux, des relations, des obligations mutuelles qui tissent la structure sociale. L'intelligent qui reste dans sa tour d'ivoire, qui cultive sa supériorité intellectuelle dans la solitude, se prive de la seule chose qui pourrait transformer son intelligence en influence réelle. Il doit descendre dans l'arène, identifier ceux qui détiennent le pouvoir formel, ceux qui possèdent l'influence informelle, et construire méthodiquement des ponts vers eux, non pas en mendiant leur reconnaissance, mais en leur offrant ce dont ils ont besoin. Des solutions à leurs problèmes, des moyens d'atteindre leurs objectifs, des informations qui renforcent leur position. Cette approche transactionnelle peut choquer les idéalistes qui croient que les relations humaines devraient être basées sur l'affection désintéressée et la reconnaissance du mérite. Machiavel aurait balayé cette objection d'un revers de main. Dans le monde professionnel et politique, les relations fonctionnent selon une logique d'échange de valeurs. Celui qui n'a rien à offrir n'a pas de place à la table. L'intelligent possède une ressource précieuse, sa capacité d'analyse, de résolution de problèmes, d'anticipation des conséquences. Mais cette ressource ne vaut rien tant qu'elle n'est pas perçue comme utile par ceux qui comptent. D'où l'importance de positionner stratégiquement cette intelligence, non pas comme une menace qui révèle les faiblesses des autres, mais comme un atout qui renforce leur pouvoir et facilite leurs ambitions. Le troisième principe touche au timing et à la patience stratégique. Machiavel observait que les leaders les plus efficaces n'étaient pas nécessairement les plus intelligents, mais ceux qui savaient attendre le bon moment pour agir. L'intelligent pressé de prouver sa valeur, de montrer immédiatement tout ce qu'il sait, commet une erreur tactique majeure. Il révèle ses cartes trop tôt, donne à ses adversaires potentiels le temps de construire des défenses et gaspille son capital d'influence sur des batailles insignifiantes. La véritable virtuosité stratégique consiste à avancer par étapes calculées, à construire une réputation progressivement, à choisir ses combats avec discernement.
Cela signifie parfois laisser passer des occasions de briller, accepter des situations injustes temporairement et accumuler silencieusement les ressources et les alliances qui permettront, le moment venu, une action décisive. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est de la discipline. Machiavel admirait ceux qui savaient maîtriser leurs impulsions, qui ne réagissaient pas émotionnellement aux provocations ou aux injustices, mais qui calculaient froidement leur prochaine action en fonction de leurs objectifs à long terme. L'intelligent qui explose de frustration face à l'incompétence de ses supérieurs, qui dénonce publiquement les erreurs qu'il observe, qui exige reconnaissance et respect, détruit sa propre position. Il devient identifié comme un fauteur de troubles, quelqu'un d'impossible à gérer, et il sera éliminé à la première occasion. À l'inverse, celui qui sait endurer, qui maintient une façade de coopération même quand il voit clairement les problèmes, qui attend patiemment que ses prédictions se réalisent et que les échecs des autres créent l'espace pour son ascension, celui-là finira par obtenir non seulement la reconnaissance qu'il mérite, mais le pouvoir de vraiment changer les choses. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les personnes intelligentes échouent dans le monde social réside dans leur relation à la vérité elle-même. Pour l'esprit analytique, la vérité est une valeur absolue, un but en soi qui justifie tous les efforts. Machiavel comprenait cette passion pour la vérité, mais il voyait aussi sa limite fatale. Dans le domaine politique et social, la vérité n'est pas une divinité devant laquelle tout le monde s'incline. C'est une arme qui peut être utilisée stratégiquement ou qui peut exploser dans les mains de celui qui la brandit maladroitement. L'intelligent qui assène la vérité sans considération pour son impact émotionnel sur les autres ne fait pas preuve de courage intellectuel, il fait preuve d'incompétence sociale. Car la vérité qui détruit les illusions nécessaires des gens, qui les humilie publiquement ou qui menace leur position, génère non pas gratitude, mais vengeance. Machiavel consacrait des pages entières à expliquer comment un prince sage doit parfois cacher certaines vérités, mentir par omission, ou présenter les faits sous un angle qui préserve l'ordre social et son propre pouvoir. Cette approche scandalise les moralistes et les idéalistes, mais elle reflète une compréhension réaliste de la nature humaine. Les gens ne veulent pas entendre toutes les vérités, surtout celles qui les concernent directement. Ils préfèrent des versions édulcorées, des narratives qui protègent leur estime de soi et leur vision du monde. L'intelligent qui ignore cette réalité, qui insiste pour dire tout ce qu'il pense au moment où il le pense, se transforme en martyr inutile de sa propre franchise. Il ne change rien, ne convainc personne, et finit isolé avec ses vérités solitaires. La question stratégique devient alors: comment utiliser l'intelligence et l'accès à la vérité de manière à accroître son influence plutôt qu'à la détruire? Machiavel suggérerait une approche graduelle et adaptative. D'abord, identifier quelles vérités sont socialement acceptables et lesquelles sont explosives. Commencer par partager les premières pour établir une réputation de perspicacité sans danger. Ensuite, pour les vérités plus difficiles, les présenter non pas comme des accusations ou des critiques, mais comme des observations neutres accompagnées de solutions constructives. Les gens peuvent accepter des vérités dérangeantes si elles viennent avec une porte de sortie honorable, une manière de corriger le problème sans perdre la face. Enfin, pour les vérités les plus dangereuses, celles qui remettraient en question les fondements du pouvoir établi, l'intelligent doit apprendre le silence stratégique, gardant ses connaissances comme des cartes à jouer uniquement au moment où elles serviront vraiment ses intérêts. Cette gestion sophistiquée de l'information exige une qualité que Machiavel appelait la prudence, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par l'intelligence situationnelle. Il ne suffit pas de savoir, il faut savoir quand partager ce qu'on sait, avec qui le partager et comment le formuler pour maximiser son impact positif. C'est une forme d'intelligence sociale qui complète l'intelligence analytique, et l'absence de cette compétence explique pourquoi tant d'esprits brillants restent impuissants.
Ils possèdent toutes les pièces du puzzle, mais ne savent pas comment les assembler dans un ordre qui produise le résultat désiré. Ils ressemblent à des pianistes virtuoses qui ne connaîtraient qu'une seule note et la joueraient encore et encore, se demandant pourquoi personne n'apprécie leur talent. Un aspect souvent négligé de cette dynamique concerne l'ego intellectuel, cette addiction subtile à avoir raison qui empoisonne tant d'esprits brillants. Machiavel observait que les hommes les plus dangereux dans une cour n'étaient pas les plus stupides, mais ceux dont l'orgueil intellectuel les rendait prévisibles et manipulables. L'intelligent qui a besoin de prouver constamment sa supériorité, qui corrige les erreurs mineures des autres, qui ne peut s'empêcher de signaler les incohérences logiques, même dans des contextes sociaux informels, devient rapidement insupportable. Les gens l'évitent, non pas parce qu'ils sont intimidés par son intelligence, mais parce qu'ils sont fatigués de se sentir jugés et diminués en sa présence. Cette fatigue émotionnelle se transforme en rejet social, et l'intelligent se retrouve une fois de plus exclu, confirmant paradoxalement son sentiment de supériorité incomprise. La libération de ce piège psychologique exige une forme d'humilité stratégique que Machiavel admirait chez les grands leaders. Cette humilité ne signifie pas nier sa propre intelligence ou prétendre être stupide. Ce serait une autre forme de malhonnêteté tout aussi contre-productive. Elle consiste plutôt à reconnaître que l'intelligence analytique n'est qu'une forme d'intelligence parmi d'autres, et que dans certaines situations, d'autres formes peuvent être plus précieuses. L'intelligence émotionnelle qui permet de lire les sentiments non exprimés, l'intelligence sociale qui facilite la construction de coalitions, l'intelligence pratique qui transforme les idées en actions concrètes, toutes ces formes d'intelligence méritent respect et considération. L'esprit véritablement supérieur n'est pas celui qui domine dans un seul domaine, mais celui qui sait orchestrer différentes formes de connaissances et de compétences pour atteindre ses objectifs. Cette orchestration exige également de savoir déléguer non seulement les tâches, mais aussi la gloire et la reconnaissance. Machiavel notait que les princes les plus stables n'étaient pas ceux qui centralisaient tout le pouvoir et tout le mérite, mais ceux qui savaient distribuer les récompenses de manière à créer un réseau de loyauté et d'obligation. De même, l'intelligent qui veut transformer son potentiel en pouvoir réel doit apprendre à partager stratégiquement ses insights, permettant à d'autres de briller avec ses idées, créant ainsi des alliés qui lui devront leur succès. Cette générosité calculée peut sembler contre-intuitive pour quelqu'un qui cherche désespérément la reconnaissance de son génie, mais c'est précisément cette contre-intuitivité qui en fait une stratégie redoutable. Car celui qui donne du pouvoir aux autres finit souvent par en accumuler bien plus que celui qui essaie de le garder jalousement pour lui seul. La dynamique du pouvoir, que Machiavel décrivait dans ses écrits, repose sur une observation fondamentale qui échappe souvent aux personnes intelligentes. Le pouvoir n'est pas logique, il est psychologique. On ne conquiert pas les esprits avec des arguments parfaitement construits, mais en touchant les cordes émotionnelles profondes qui motivent vraiment le comportement humain. La peur, l'espoir, l'orgueil, la cupidité, le désir d'appartenance, ces forces primitives gouvernent les décisions humaines bien plus sûrement que la raison. L'intelligent qui ignore cette réalité et qui continue à argumenter rationnellement face à des audiences qui fonctionnent émotionnellement ressemble à quelqu'un qui tenterait d'éteindre un incendie avec de l'essence. Il emploie les mauvais outils pour la situation et sa confusion face à l'échec ne fait que démontrer à quel point il est déconnecté de la nature humaine réelle. Machiavel lui-même maîtrisait cet art de la rhétorique émotionnelle avec une virtuosité remarquable. Quand il voulait convaincre Laurent de Médicis d'adopter ses recommandations, il ne se contentait pas de présenter des analyses géopolitiques abstraites. Il peignait des tableaux vivants de gloire et de honte. Il évoquait les dangers qui menaçaient la famille Médicis. Il faisait appel à l'ambition du jeune prince de laisser sa marque dans l'histoire.
Cette approche ne diminuait en rien la profondeur intellectuelle de ses conseils, elle les rendait simplement accessibles et désirables pour quelqu'un qui ne possédait pas la même acuité intellectuelle que lui. L'intelligent moderne doit apprendre cette leçon cruciale. Traduire sa complexité en simplicité émotionnellement chargée n'est pas une trahison de la vérité, c'est une condition nécessaire pour qu'elle soit entendue et appliquée. Cette traduction exige une connaissance intime des peurs et des désirs spécifiques de chaque audience. Dans un contexte professionnel, un dirigeant craint avant tout l'échec visible, la perte de contrôle et la menace à sa réputation. L'intelligent qui veut influencer ce dirigeant doit formuler ses propositions non pas en termes de vérité abstraite ou d'efficacité théorique, mais en termes de gestion de risque, de préservation de l'image et d'opportunités de succès personnel pour le leader. De même, dans un environnement collectif, les gens craignent l'exclusion sociale et désirent la validation de leurs pairs. Les idées qui menacent ces besoins fondamentaux seront rejetées même si elles sont brillantes, tandis que celles qui les renforcent seront adoptées même si elles sont médiocres. Cette asymétrie frustrante devient un avantage majeur pour l'intelligent qui apprend à l'exploiter consciemment. Un autre aspect de cette dynamique psychologique concerne la gestion de la menace perçue. Machiavel expliquait que les princes intelligents éliminent ou neutralisent ceux qu'ils perçoivent comme des dangers potentiels pour leur pouvoir, même si ces personnes n'ont aucune intention hostile. Cette paranoïa préventive s'applique également dans les organisations modernes. Un manager médiocre se sentira automatiquement menacé par un subordonné brillant, non pas parce que ce dernier complote contre lui, mais simplement parce que son existence même révèle les limitations du manager. L'intelligent qui ne comprend pas cette dynamique continue à démontrer son excellence, croyant naïvement qu'elle sera récompensée, alors qu'en réalité, chaque démonstration de supériorité creuse sa propre tombe professionnelle. La stratégie machiavélienne, dans ce cas, serait de dissimuler stratégiquement une partie de ses capacités, de commettre délibérément de petites erreurs inoffensives pour paraître plus humain et moins menaçant, tout en gardant ses véritables talents en réserve pour les moments critiques. Cette dissimulation stratégique ne doit pas être confondue avec l'autosabotage ou le manque d'ambition. C'est au contraire une forme supérieure d'ambition, celle qui reconnaît que le chemin vers le pouvoir réel passe parfois par l'acceptation temporaire de positions apparemment inférieures. Machiavel admirait ceux qui savaient courber l'échine devant la tempête plutôt que de se briser par fierté rigide. Dans le contexte moderne, cela signifie accepter des rôles qui ne reflètent pas encore pleinement ses capacités, travailler sous des leaders moins compétents sans les défier ouvertement, et construire patiemment les fondations d'un pouvoir futur. Cette patience stratégique distingue ceux qui finiront par triompher de ceux qui s'épuiseront dans des combats prématurés contre des adversaires encore trop puissants. La dimension la plus subtile de cette approche concerne la construction délibérée d'une réputation qui précède et transcende les interactions individuelles. Machiavel comprenait que dans les grandes organisations et les sociétés complexes, peu de gens vous connaîtront directement. Ils jugeront basés sur ce qu'ils ont entendu dire de vous, sur les histoires qui circulent, sur l'image que vous projetez à distance. Cette réalité ouvre un espace de manœuvre fascinant pour l'intelligence stratégique. Plutôt que d'essayer de convaincre chaque personne individuellement de sa valeur, il peut cultiver une image publique soigneusement construite qui fait le travail à sa place. Cette image doit combiner compétences techniques irréprochables et fiabilité sociale rassurante. Elle doit suggérer l'excellence sans arrogance, la confiance sans menace, l'innovation sans anarchie. Pour construire cette réputation, l'intelligent doit devenir conscient de chaque interaction comme une opportunité de renforcer son image choisie. Cela ne signifie pas être faux ou manipulateur dans le sens vulgaire du terme, mais simplement reconnaître que nous jouons tous des rôles sociaux et que certains rôles sont plus efficaces que d'autres. Machiavel lui-même jouait différents rôles selon le contexte.
le conseiller humble devant les princes, l'analyste impitoyable dans ses écrits privés, l'auteur provocateur dans ses œuvres publiques, cette fluidité identitaire n'était pas de l'hypocrisie, c'était de l'intelligence adaptative. Et c'est précisément cette capacité d'adaptation que l'intelligent rigide doit développer s'il veut échapper au piège de l'excellence invisible et impuissante. La transition de l'intelligence théorique à l'influence pratique nécessite une compétence que Machiavel considérait comme absolument essentielle, la capacité à créer et raconter des narratives convaincantes. Les êtres humains ne pensent pas principalement en termes de données, de statistiques ou de logique formelle. Ils pensent en histoire, en récits qui donnent du sens à l'expérience brute. L'intelligent qui présente ses idées sous forme de conclusions abstraites ou de listes de faits perd immédiatement son audience. Celui qui peut envelopper les mêmes idées dans une histoire captivante avec des personnages identifiables, des conflits dramatiques et des résolutions satisfaisantes capture l'attention et grave ses messages dans la mémoire émotionnelle de son public. Cette différence entre présenter et narrer représente souvent la frontière entre l'obscurité et l'influence. Machiavel excellait dans cet art narratif. Ses analyses politiques les plus techniques étaient toujours illustrées par des exemples historiques vivants, des anecdotes de princes victorieux ou déchus, des récits de trahison et de triomphe qui transformaient des principes abstraits en leçons mémorables. Quand il voulait expliquer l'importance de la cruauté bien utilisée, il ne faisait pas de dissertation philosophique. Il racontait l'histoire de César Borgia, consolidant son pouvoir en Romagne. Quand il voulait démontrer les dangers de l'hésitation, il décrivait la chute dramatique de Pierre Soderini. Ces histoires accomplissaient ce qu'aucun argument logique ne pourrait jamais accomplir. Elles créaient une expérience émotionnelle qui changeait la façon dont les lecteurs voyaient le monde. L'intelligent moderne qui maîtrise cette technique multiplie son impact par 100. Cette maîtrise narrative exige une compréhension profonde de la structure dramatique et de la psychologie de l'engagement. Une bonne histoire commence par établir un état normal, introduit ensuite une perturbation qui crée la tension, développe cette tension à travers des obstacles et des complications, puis résout le conflit d'une manière qui apporte une révélation ou une transformation. L'intelligent qui veut présenter une nouvelle idée ou une proposition de changement doit structurer sa présentation selon ce schéma archétypal. Commencez par décrire la situation actuelle de manière que l'audience la reconnaisse et s'y identifie. Introduire le problème ou l'opportunité manquée comme la perturbation qui rompt cet équilibre. Explorer les conséquences si rien ne change, créant ainsi la tension. Puis présenter sa solution non pas comme une abstraction technique, mais comme le héros de l'histoire qui vient résoudre le conflit et restaurer l'ordre à un niveau supérieur. La puissance de cette approche réside dans le fait qu'elle engage l'audience à un niveau plus profond que la simple compréhension intellectuelle. Une bonne histoire active les mêmes circuits neuronaux que l'expérience vécue. Quand vous racontez correctement une histoire, votre audience ne se contente pas de l'entendre passivement. Elle la vit intérieurement. Les personnages de l'histoire deviennent des substituts psychologiques à travers lesquels l'audience explore vicarieusement différentes possibilités. Cette immersion émotionnelle crée une forme de persuasion beaucoup plus puissante que n'importe quel argument rationnel, car elle contourne les défenses critiques du cerveau analytique et parle directement aux centres émotionnels qui gouvernent vraiment la prise de décision. Machiavel comprenait intuitivement cette mécanique, et c'est pourquoi ses écrits restent influents 5 siècles après sa mort, alors que d'innombrables traités politiques plus rigoureux intellectuellement ont été oubliés. L'application pratique de cette technique dans le monde professionnel moderne transforme radicalement l'efficacité de l'intelligent. Au lieu de présenter un rapport d'analyse avec des graphiques et des tableaux, il commence par raconter l'histoire d'un client frustré ou d'une opportunité manquée. Il donne des noms à ces exemples, même s'ils sont partiellement fictionnalisés, créant ainsi des personnages auxquels l'audience peut s'attacher.
Il décrit les émotions et les pensées de ses personnages face aux problèmes identifiés. Puis, quand vient le moment de présenter sa solution, celle-ci émerge naturellement comme la réponse évidente au défi narratif qu'il a établi. L'audience ne se sent pas forcée d'accepter une conclusion. Elle arrive à cette conclusion elle-même à travers l'expérience de l'histoire. Cette différence apparemment subtile dans la présentation peut déterminer si une idée brillante est adoptée avec enthousiasme ou poliment ignorée. Un aspect souvent négligé de cette compétence narrative concerne l'utilisation stratégique de la vulnérabilité et de l'échec dans les histoires. Machiavel recommandait aux princes de montrer occasionnellement leurs faiblesses humaines pour créer de la connexion avec le peuple tout en gardant une aura de compétence globale. De même, l'intelligent qui raconte uniquement des histoires de triomphe et de perfection crée une distance qui nuit à l'identification. Inclure des moments d'échec, d'incertitude, de vulnérabilité dans ses narratives les rend infiniment plus puissantes. Raconter comment une première tentative a échoué, comment une erreur a été faite et corrigée, comment le doute a été surmonté, humanise le narrateur et rend le succès final encore plus satisfaisant émotionnellement. Cette authenticité calculée crée la confiance et l'engagement d'une manière qu'aucune démonstration de perfection ne pourrait accomplir. La narration stratégique s'étend également à la façon dont l'intelligent construit et communique son propre récit personnel, son histoire professionnelle. Au lieu de présenter un curriculum vitae comme une liste de positions et de réalisations, il peut le transformer en une histoire cohérente de croissance, d'apprentissage et de contribution croissante. Chaque transition de carrière devient un chapitre avec sa propre logique narrative. Les difficultés et les échecs deviennent des moments de transformation qui ont forgé des compétences essentielles. Les réalisations sont présentées non pas comme des preuves d'intelligence supérieure, mais comme des résultats d'efforts collaboratifs où différentes personnes ont joué des rôles cruciaux. Cette reconceptualisation narrative de sa propre trajectoire professionnelle rend l'intelligent immédiatement plus attrayant pour les employeurs, les partenaires et les alliés potentiels, car ils peuvent voir non pas un ensemble de qualifications abstraites, mais un personnage intéressant avec qui ils aimeraient écrire les prochains chapitres. L'un des paradoxes les plus cruels que Machiavel observait concerne le rapport entre mérite et récompense dans les organisations humaines. Dans un système véritablement méritocratique, les plus compétents s'élèveraient naturellement aux positions de pouvoir. Mais les systèmes humains ne fonctionnent jamais de cette façon. Ceux qui occupent déjà les positions de pouvoir ont un intérêt direct à empêcher l'ascension de ceux qui pourraient les remplacer. Ils construisent donc des structures, formelles et informelles, qui favorisent non pas le mérite mais la loyauté, la conformité et la médiocrité rassurante. L'intelligent qui entre dans ces systèmes en croyant que son excellence sera automatiquement reconnue et récompensée, se heurte violemment à cette réalité. Sa confusion face au succès des médiocres et à son propre échec ne vient pas d'un défaut de perception, mais d'une incompréhension fondamentale des règles réelles du jeu. Machiavel suggérerait que face à cette réalité, l'intelligent a 3 options stratégiques. La première consiste à jouer le jeu selon les règles établies, acceptant que l'ascension passe par la démonstration de loyauté, la construction d'alliances et la navigation patiente dans les hiérarchies existantes. Cette voie est longue et frustrante, car elle exige de l'intelligent qu'il mette son excellence au service de supérieurs moins compétents pendant des années, espérant qu'un jour viendra où il pourra enfin exercer le pouvoir qu'il mérite. Beaucoup d'intelligents échouent sur cette voie, non pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'ils manquent de la patience et de l'humilité stratégique nécessaires pour la parcourir sans exploser de frustration. La deuxième option, plus risquée mais potentiellement plus rapide, consiste à créer de nouveaux systèmes où les règles n'ont pas encore été établies par les médiocres installés. C'est la voie de l'entrepreneuriat, de l'innovation disruptive, de la création de nouveaux espaces
où l'intelligence peut définir ses propres critères de succès. Machiavel admirait ceux qui avaient le courage de fonder de nouveaux principats plutôt que d'hériter d'anciens. Cette voie exige non seulement l'intelligence analytique, mais aussi une forme d'audace calculée et une tolérance élevée pour l'incertitude et le risque. L'intelligent qui choisit cette voie doit accepter qu'il pourrait échouer spectaculairement, mais que s'il réussit, il aura créé un monde où son type d'intelligence est valorisé et récompensé. La troisième option, la plus subtile et peut-être la plus machiavélienne, consiste à infiltrer les structures de pouvoir existantes en se rendant indispensable sans devenir visible. C'est la stratégie du conseiller de l'ombre, celui qui n'occupe pas formellement les positions de pouvoir, mais qui influence crucialement ceux qui les détiennent. Cette approche évite les dangers de la visibilité excessive, car comme Machiavel le notait, ceux qui occupent ouvertement le pouvoir deviennent automatiquement des cibles pour tous ceux qui aspirent à les déloger. Le conseiller intelligent qui reste dans les coulisses peut exercer une influence durable sans subir les attaques et les trahisons qui accompagnent le leadership formel. Cette voie exige un ego mature, capable de trouver satisfaction dans l'impact réel plutôt que dans la reconnaissance publique. Chacune de ces voies présente ses propres défis et exige des qualités différentes au-delà de la simple intelligence analytique. La première demande patience et souplesse diplomatique. La deuxième nécessite courage et résilience face à l'échec. La troisième requiert une forme d'humilité stratégique et la capacité à tirer satisfaction de l'influence invisible. L'intelligent doit donc non seulement reconnaître ses différentes voies, mais aussi évaluer honnêtement ses propres forces et faiblesses psychologiques pour déterminer laquelle correspond le mieux à sa nature profonde. Machiavel insistait sur l'importance de cette autoconnaissance, car un homme qui essaie d'emprunter une voie incompatible avec son tempérament échouera même s'il possède toutes les compétences techniques nécessaires. Un élément crucial que Machiavel soulignait dans toutes ses stratégies concerne la gestion de l'envie et du ressentiment que l'excellence provoque inévitablement. Même quand l'intelligent réussit à obtenir pouvoir et reconnaissance, il doit rester vigilant face à ceux qui l'envient et chercheront à le faire tomber. Cette vigilance ne peut pas être paranoïaque au point de paralyser l'action, mais elle ne peut pas non plus être naïve au point de négliger les menaces réelles. L'équilibre consiste à construire un réseau de loyauté suffisamment solide pour que toute tentative de le renverser échoue, tout en évitant d'accumuler tellement de pouvoir visible qu'on devient une cible irrésistible. Machiavel recommandait de partager stratégiquement le crédit et les récompenses, créant ainsi des alliés qui ont intérêt à votre succès continu, plutôt que des rivaux qui attendent votre chute. La dimension finale de cette navigation stratégique concerne ce que Machiavel appelait la vertu, ce mélange de compétences, de courage, de flexibilité et de détermination qui permet à un leader de s'adapter aux changements de fortune sans perdre son cap. Pour l'intelligent moderne, développer cette vertu signifie cultiver non seulement ses capacités analytiques, mais aussi sa résilience émotionnelle, sa capacité à rebondir après les échecs, sa flexibilité face aux changements inattendus, et surtout, sa clarté sur ses objectifs ultimes. Trop d'intelligents se perdent dans des batailles tactiques, sans jamais définir clairement ce qu'ils veulent vraiment accomplir. Ils réagissent aux événements au lieu de les façonner. Ils optimisent des variables locales sans vision stratégique globale. Cette absence de direction transforme leur intelligence en un moteur puissant qui tourne dans le vide, générant beaucoup de chaleur et de bruit, mais aucun mouvement vers une destination significative. Le test ultime de l'intelligence transformée en pouvoir ne réside pas dans l'accumulation de positions prestigieuses ou de reconnaissance sociale, mais dans la capacité à créer un changement durable qui reflète sa vision du monde. Machiavel écrivait non pas pour devenir célèbre ou riche, mais pour influencer la manière dont les princes gouvernaient et dont les républiques fonctionnaient. Son succès ne se mesure pas au fait qu'il ait lui-même dirigé Florence, ce qu'il n'a jamais fait, mais au fait que 5 siècles plus tard,
Les leaders du monde entier étudient encore ces insights et appliquent, consciemment ou non, ces principes. Cette forme d'influence transcendante devrait être l'aspiration de tout intelligent. Non pas simplement réussir dans le système existant, mais changer les règles du jeu de manière à ce que ses idées continuent à résonner longtemps après son départ. Pour atteindre ce niveau d'impact, l'intelligent doit passer de la posture de critique à celle de créateur. Il est facile de pointer les défauts des systèmes existants, d'identifier les erreurs des leaders en place, de se plaindre de l'injustice des structures de pouvoir. Cette critique peut même procurer une satisfaction intellectuelle et morale, mais elle ne change rien fondamentalement. Machiavel lui-même passa des années en exil à critiquer amèrement ceux qui gouvernaient en Florence, et cette critique n'eut aucun effet sur le cours des événements. Ce n'est que lorsqu'il canalisa sa frustration dans un projet créatif, l'écriture de ses traités politiques, que son intelligence trouva un vecteur d'influence durable. L'intelligent moderne doit apprendre cette leçon. Transformer la critique en création, l'analyse des problèmes en proposition de solutions, la compréhension théorique en prototype pratique qui démontre concrètement une meilleure voie. Cette transition de la critique à la création exige une forme de courage différente de celle nécessaire pour gravir les échelons du pouvoir. C'est le courage de l'exposition, de mettre ses idées dans le monde, sous une forme tangible où elles peuvent être jugées, adoptées ou rejetées. Beaucoup d'intelligents évitent cette exposition par peur du jugement ou de l'échec. Ils préfèrent garder leurs idées brillantes dans le domaine sûr de la potentialité, où elles restent parfaites et intactes, plutôt que de les risquer dans la réalité brutale de l'implémentation où elles seront inévitablement déformées, critiquées et peut-être rejetées. Mais cette sécurité est illusoire. Les idées qui ne sont jamais testées dans le monde réel n'ont aucune valeur. Elles sont comme des semences qui restent dans leur emballage préservé mais stérile. Machiavel aurait méprisé cette lâcheté intellectuelle. Un autre aspect crucial de cette phase finale concerne la construction de ce qu'on pourrait appeler un héritage intellectuel, un ensemble d'idées, de principes ou de pratiques qui survivent à leur créateur. Machiavel l'accomplit à travers ses écrits, mais dans le monde moderne, cet héritage peut prendre de nombreuses formes. Une méthodologie qui transforme une industrie, une organisation qui continue à incarner certaines valeurs. Un réseau de disciples qui perpétue et développe vos insights, ou même simplement une façon de penser qui devient tellement intégrée à la culture qu'on oublie son origine. Construire cet héritage exige de penser au-delà de sa propre vie et de ses intérêts immédiats, ce qui va à l'encontre des instincts humains basiques, mais qui différencie les esprits véritablement grands de ceux qui ne sont que brillants. Cette perspective à long terme influence profondément les décisions stratégiques quotidiennes de l'intelligent. Au lieu de chercher la reconnaissance immédiate ou les victoires tactiques qui renforcent son ego, il investit dans des projets dont l'impact se révélera peut-être seulement après des années. Il forme des étudiants ou des protégés qui porteront ses idées plus loin qu'ils ne pourraient le faire seuls. Il documente ses insights non pas dans des notes personnelles, mais dans des formats accessibles à d'autres. Il construit des institutions ou des systèmes qui fonctionneront indépendamment de sa présence continue. Cette vision machiavélienne du pouvoir à long terme contraste radicalement avec la quête frénétique de validation immédiate qui caractérise tant d'esprits brillants mais frustrés. Machiavel comprenait également que cette construction d'un héritage durable nécessite de faire des compromis difficiles entre pureté idéologique et efficacité pratique. Les idées, dans leur forme la plus pure et la plus complexe, touchent peu de gens. Pour avoir un impact large, elles doivent être simplifiées, vulgarisées, rendues accessibles à ceux qui n'ont pas le temps ou la capacité de les appréhender dans toute leur subtilité. L'intelligent puriste résiste à cette simplification, craignant que ses idées soient déformées ou mal comprises. Mais Machiavel aurait argumenté que mieux vaut une version simplifiée de la vérité qui influence réellement le monde
qu'une version parfaite qui reste enfermée dans des traités académiques que personne ne lit. Cette acceptation pragmatique de l'imperfection dans la transmission des idées est une des caractéristiques du génie véritablement influent. Le dernier élément de cette transformation complète de l'intelligence en pouvoir concerne la capacité à inspirer et mobiliser les autres autour d'une vision commune. Machiavel notait que les princes les plus puissants n'étaient pas nécessairement ceux qui étaient les plus intelligents ou les plus compétents individuellement, mais ceux qui savaient créer un mouvement, rassembler des forces diverses autour d'un projet commun qui transcendait les intérêts individuels. L'intelligent qui reste un loup solitaire, fier de son indépendance intellectuelle et méprisant ceux qui ne pensent pas à son niveau, limitera toujours son impact à ce qu'il peut accomplir seul, ce qui, peu importe son génie, reste limité. Celui qui apprend l'art de la mobilisation collective, qui sait comment formuler une vision qui résonne avec les aspirations diverses de nombreuses personnes, qui peut transformer son intelligence solitaire en intelligence collective, celui-là multiplie son pouvoir de manière exponentielle. Cette capacité à inspirer et mobiliser nécessite toutes les compétences que nous avons explorées. La compréhension psychologique profonde de la nature humaine, la maîtrise de la narration émotionnelle, la construction stratégique d'alliances, la gestion sophistiquée de la perception et de la réputation, et surtout, une vision suffisamment grande pour contenir les ambitions de multiples personnes. Quand l'intelligent parvient à orchestrer tous ces éléments, quand il transforme sa lucidité solitaire en mouvement collectif, alors et seulement alors, il échappe complètement au piège de l'excellence invisible et impuissante. Il devient non pas simplement quelqu'un de reconnu ou de respecté, mais une force historique qui façonne le monde selon sa vision. C'est cet accomplissement ultime que Machiavel, malgré ses propres échecs politiques, a réalisé à travers ses écrits, et c'est ce modèle que tout intelligent aspirant au pouvoir véritable devrait étudier et imiter. Nous voici parvenus au terme d'une exploration qui révèle une vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même. L'intelligence sans stratégie est une épée qui blesse son possesseur, tandis que l'intelligence mariée à la compréhension machiavélienne du pouvoir devient une force capable de transformer le monde. Les personnes intelligentes ne sont pas traitées comme si elles n'étaient rien par accident ou par injustice cosmique, mais par leur propre refus d'accepter que la brillance intellectuelle n'est qu'un point de départ, jamais une destination. Machiavel l'avait compris dans les rues violentes et les palais intrigants de la Renaissance italienne, et cette leçon reste aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 5 siècles. Le génie qui ne sait pas naviguer dans les eaux troubles de la nature humaine reste condamné à observer depuis la rive, pendant que les médiocres audacieux dirigent le bateau vers les récifs. Ce que vous venez de découvrir n'est pas un ensemble de trucs ou de tactiques superficielles, mais une philosophie complète de l'existence intelligente dans un monde qui ne récompense pas automatiquement le mérite. Vous avez vu comment la perception façonne la réalité plus sûrement que la compétence réelle, comment les émotions gouvernent les décisions humaines malgré toutes les prétentions à la rationalité, comment le pouvoir se construit à travers des réseaux de loyauté et d'obligation plutôt qu'à travers l'excellence solitaire. Plus important encore, vous avez découvert que ces insights ne sont pas des raisons de désespérer de la condition humaine, mais des outils pour y naviguer avec efficacité et dignité. Machiavel ne nous a pas donné une vision pessimiste du monde pour nous démoraliser, mais pour nous armer de la lucidité nécessaire pour y prospérer. L'erreur fatale que commettent les personnes intelligentes n'est donc pas leur intelligence elle-même, mais leur croyance naïve que cette intelligence devrait suffire. C'est cette naïveté qui les rend vulnérables aux manipulations de ceux qui comprennent mieux les dynamiques sociales. C'est elle qui les condamne à la frustration perpétuelle de voir leurs idées volées ou ignorées. C'est elle qui transforme leur plus grand atout en leur plus lourde malédiction. Mais cette erreur peut être corrigée. Le chemin existe, tracé il y a des siècles par un homme qui connut l'exil et l'humiliation
mais qui réussit néanmoins à changer le cours de la pensée politique occidentale. Ce chemin exige que vous abandonniez certaines illusions confortables sur la méritocratie et la justice naturelle, mais en échange, il vous offre quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir réel de transformer vos visions en réalité. Alors que vous retournez à votre vie, à vos défis professionnels, à vos ambitions personnelles, vous portez maintenant en vous une compréhension qui vous distingue de la masse des intelligents frustrés. Vous savez que la bataille ne se gagne pas uniquement sur le terrain des idées, mais dans l'arène complexe des relations humaines. Vous comprenez que votre intelligence est une ressource brute qui doit être raffinée, dirigée et déployée stratégiquement pour produire l'impact que vous désirez. Vous reconnaissez que le monde tel qu'il est, avec toutes ses imperfections et ses injustices apparentes, n'est pas un obstacle à contourner, mais le terrain de jeu où vous devez apprendre à exceller. Cette acceptation n'est pas du cynisme, c'est de la maturité. C'est la différence entre l'intelligent qui se plaint et celui qui agit, entre le brillant qui reste invisible et celui qui devient inoubliable. La question qui demeure est simple mais cruciale. Que ferez-vous maintenant de cette connaissance? Retournerez-vous au vieux schéma, attendant que le monde reconnaisse enfin votre valeur, ou commencerez-vous dès aujourd'hui à appliquer ces principes machiavéliens pour construire le pouvoir et l'influence que votre intelligence mérite? Si cette exploration a touché quelque chose en vous, si elle a allumé une étincelle de reconnaissance ou d'espoir, alors partagez-la avec ceux qui luttent dans le même combat silencieux contre l'invisibilité de l'excellence. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience de cette dynamique frustrante. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers la maîtrise stratégique de votre potentiel. Et surtout, souvenez-vous que Machiavel n'écrivait pas pour les satisfaits ni pour les résignés, mais pour ceux qui refusent d'accepter que leur intelligence reste une malédiction alors qu'elle pourrait être une couronne.